Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Philippe Ponce, chargé de mission électronique au pôle de compétitivité Aerospace Valley. Je vous remercie pour votre participation à ce deuxième webinaire qui est co-organisé avec Axiel Alliance Électronique. Il s'agit du deuxième en fait d'une série de 2 webinaires relatifs à l'électronique face aux réglementations européennes vis-à-vis de l'environnement. Le premier webinaire avait eu lieu le 29 mars dernier et je vous en dirai quelques mots juste après, mais très rapidement. Voici l'agenda d'aujourd'hui. Donc, une petite introduction, nous y sommes, avec, je dirais, le rappel sur le webinaire 1. Donc, un replay sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley, ainsi que les présentations qui ont été projetées. Nous aurons ensuite 4 présentations traitant donc d'expérience industrielle. Donc, nous démarrerons par une présentation de Magali Vigier qui a trait à la vision et à l'expérience d'un équipementier. Ensuite, nous poursuivrons avec l'expérience vis-à-vis des composants semi-conducteurs, donc avec Pascal Roquet d'ST Microelectronics. Nous continuerons donc sur le domaine du PCB. Donc c'est Éric de Ponto qui interviendra de CSI Simulec. Et nous terminerons par la vision d'un EMS, donc vis-à-vis de l'assemblage avec Maxime Demade et Laetitia Sicard. Voilà. Quelques éléments sur le déroulé du webinaire. Donc, durant chacune des interventions et des présentations, les micros seront coupés. Par contre, vous avez la possibilité de poser des questions via l'onglet qui se situe sur votre droite. Et donc, à l'issue de chacune de ces interventions, nous pourrons poser les questions aux intervenants. Après le webinaire, si des questions n'ont pas pu être abordées ou bien si certaines personnes ont des remords, on peut traiter les questions par la suite. Sachez qu'un replay sera disponible sur la chaîne YouTube du pôle, ainsi que les présentations projetées suivant, je dirais, l'autorisation des intervenants. Et vous avez les noms et les contacts donc des personnes qui organisent ce webinaire. Voilà. J'en termine là. Je laisse la parole à Sandrine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Sandrine Beaufils, déléguée générale pour Axiel et l'Alliance Électronique. Je vais vous faire une toute petite présentation d'Axiel. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran actuellement. Donc Axiel Alliance Électronique est un syndicat professionnel, une organisation qui regroupe la chaîne de valeur de l'électronique qu'on peut trouver au niveau de… voilà, peut-être que vous voyez mieux mon écran maintenant. Donc la chaîne de valeur de l'électronique, vous les connaissez tous, ce sont les composants actifs, ce sont les composants passifs, les connecteurs, également les circuits imprimés, les tests à mesure, évidemment le matériel, les équipements et services et bien sûr la maintenance. Quelques chiffres pour Axiel, c'est 120 membres qui regroupent 100 000 emplois directs et indirects avec 6 milliards de chiffre d'affaires. Ces 120 membres, il y a 24% de gros groupes, 9% de TI, 56% de PME, PMI et 11% qui regroupent les labos, les écoles et les clusters. À l'intérieur de ces membres, nous avons plus de 50% qui représentent le monde des composants et le reste en test et mesure, équipements et services. Et bien sûr, on va retrouver des fabricants, des concepteurs, la recherche et développement, des importateurs, des chercheurs qui sont un petit peu partout en France. À l'intérieur d'Axiel, donc les activités, on va retrouver des commissions qui ont pour objectif de traiter des sujets transverses qui ont des intérêts communs à l'ensemble des membres. Donc, c'est un partage d'expérience qui va être mis en place avec une mise en œuvre d'actions concertées qui sont décidées plutôt en réunion. On va retrouver des clubs également qui regroupent un ensemble de membres ayant le même métier. Ils ont pour
objectif d'évaluer et de suivre le marché français par catégorie de produits, de façon à appréhender les différentes facettes pour mener des actions ciblées. Et enfin, on va retrouver aussi des groupes de travail qui se focalisent sur un sujet en particulier, qui est spécifique à plusieurs membres, et ces groupes de travail ont vocation à être plutôt temporaires. Au-delà de ces regroupements, de ces réunions, on va pouvoir évidemment fournir des enquêtes et des statistiques, rédiger des spécifications, s'occuper de la réglementation européenne et faire le lobbying associé, faire des projets collaboratifs, des best practices, du networking évidemment, des rencontres et événements comme la JTE, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et puis la publication de dossiers thématiques. Donc, le leitmotiv de Axiel, c'est de travailler pour ses adhérents, mais aussi pour la filière électronique. Donc, cette filière regroupe l'ensemble des fabricants, donc nous, mais également la sous-traitance, la distribution et le système embarqué. Et tous ensemble, nous avons créé en 2019 le comité stratégique de filière, suite à la déclaration du gouvernement en 2018 qui reconnaît la filière électronique comme une filière stratégique. Donc aujourd'hui, cette filière représente 9 axes stratégiques et travaille sur ces 9 axes que sont la transformation numérique des entreprises, l'action européenne et internationale, la transition énergétique, la coopération, la chaîne de valeur, la relance et la résilience, l'intelligence artificielle, la maîtrise des technologies clés, les compétences et emplois et l'industrie électronique du futur. Voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je reste bien sûr à votre disposition. Juste un dernier petit mot pour vous faire sourire, mais aussi parce que c'est vrai, l'électronique, vous le savez tous, c'est comme le sel dans la mer, on ne le voit pas, mais il y en a partout. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, on peut commencer les présentations qui sont nettement plus intéressantes, je pense, pour tout le monde. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bon, d'abord, un grand merci à Aerospace Valley d'avoir invité ST Micro et donc dont j'en suis le représentant aujourd'hui. Donc Pascal Roquet, j'ai en charge donc les programmes environnementaux donc pour le groupe ST Micro. Donc je vais très rapidement introduire, parce que Sandrine l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, la microélectronique, l'électronique et la microélectronique n'est pas toujours connue, n'est pas visible, nous ne sommes pas visibles, et pourtant, effectivement, nous sommes bien présents dans énormément d'applications, dont certaines, on vient d'en voir une application très concrète, évidemment, l'aéronautique. Bon, quelques mots très rapides sur ST. Donc, nous sommes 48 000, un peu plus de 48 000 salariés dans le monde. Donc, nous sommes franco-italiens d'origine, donc un groupe européen. Donc, on a un grand nombre de clients, tout d'abord. Hein, je vais commencer par les clients, un peu plus de 200 000 clients, donc répartis dans beaucoup de domaines. Nos grands marchés sont naturellement tout ce qui va être l'électronique embarquée, l'électronique personnelle et bien évidemment l'industriel et pour finir l'automobile. Hein, donc, c'est les trois grands axes donc pour ST Micro. On a un nombre de sites, donc 13 sites à la fois en Europe et en Asie-Pacifique, donc de fabrication de nos circuits, dont on va évoquer très rapidement tout à l'heure. Bon, et sur le revenu, on est très proche des 13 milliards de dollars, donc en 2021. Petit point rapide sur le développement durable, puisque je vais vouloir vous introduire le lien avec l'éco-conception, qui est un des piliers donc de ce que fait ST depuis très longtemps maintenant. Alors ici, je ne vais pas vous commenter en détail le slide, mais ça, c'est l'histoire complète du développement durable chez ST depuis le début de la compagnie. Donc, la compagnie a été créée en 1987. Et très tôt, on a eu un engagement d'abord sur l'environnement, donc avec une politique globale du groupe au niveau environnement, avec des indicateurs, avec un suivi environnemental quasiment dès le début de la compagnie. Et ensuite, on a évidemment élargi le scope avec des points sociétaux, donc de façon très classique. On a élargi donc aux trois grands piliers du développement durable. Et ici, je vous ai juste mis un focus, donc c'est le programme dont on va parler aujourd'hui. Donc, on appelle Sustainable Technology, donc il fait le lien entre l'environnement et la partie sociétale de nos produits, ce qu'on met sur le marché, ce qu'on offre comme solution à nos clients. Et vous voyez ici, vous avez compris qu'on a fêté les 10 ans de ce programme, donc on a atteint une maturité de ce programme que je vais vous décrire très rapidement avec un point d'attention très précis sur l'éco-design, donc l'éco-conception en français. Le slide suivant est également une introduction. Donc, l'idée, vous reconnaissez à gauche les trois piliers classiques du développement durable. Donc, la partie économique, donc justement ici avec un focus dont on va évoquer donc la partie produit. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos produits pour à nouveau baisser l'empreinte environnementale, améliorer
l'empreinte globale. On verra de quoi on parle quand on parle d'empreinte pour le semi-conducteur. Naturellement, en bleu clair, ici, vous retrouvez de façon très classique l'homme. Hein, sans l'humain, on ne fait rien dans une société comme la nôtre. Donc, évidemment, protéger à la fois nos salariés, mais aussi la communauté donc autour de nous. La planète, de façon très classique. Donc, on a 4 grands programmes environnementaux. Donc, un dédié au gaz à effet de serre, un dédié à l'énergie, qui évidemment est un lien important entre l'énergie et les émissions carbone. Naturellement, l'eau, qui est aussi un élément important dans la supply chain, donc pour fabriquer des composants, et évidemment les déchets. Je finirai par le dernier point. On fait tout ça, pas uniquement pour nous, mais pour l'ensemble de notre chaîne de valeur, et donc nos parties prenantes, y compris naturellement pour nos clients, dont certains sont autour de ce webinaire. Product Responsibility, un point important que je voulais décrire aujourd'hui et avec une focalisation sur la partie donc du Product Development. Alors ici, on l'a déployé, mais de façon assez classique. C'est normalement un cercle, hein, donc c'est l'approche cycle de vie, dont je vais décrire un peu plus finement ensuite. Donc, dans le semi-conducteur, on va avoir besoin de plusieurs éléments. D'abord, on va commencer par un certain nombre de matériaux, de raw materials, donc matériaux physiques, liquides, gazeux, qui vont évidemment servir à la fabrication de nos produits, mais on va avoir besoin de les choisir. Et l'exemple qui a été mentionné juste avant moi fait vraiment le lien, parce qu'effectivement, on va avoir le choix, nos équipes de R&D vont avoir un certain nombre de choix et de prises de connaissances, donc des matériaux qu'on va choisir avant de développer la R&D. La R&D, je vais revenir, donc c'est ici donc l'éco-conception que je vais déployer juste après. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place sur ce programme. Manufacturing, vous l'avez compris, donc on fabrique nos puces et je vais faire juste après un lien sur la partie fabrication de la puce et mise en boîtier, donc ce qu'on appelle le packaging juste après. L'usage, j'ai rapidement parlé des applications, donc vous l'avez compris, on est sur un marché avec un panel extrêmement large d'applications, je vais y revenir également. Et puis la fin de vie, même si on ne traite pas nous-mêmes nos composants, mais on va faire tout ce qu'il faut, le maximum possible pour que nos clients puissent, et donc la chaîne de valeur, donc après nos clients, puisse être mise en œuvre pour recycler autant que possible nos semi-conducteurs et donc nos composants. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore totalement familiers avec la fabrication d'une puce, de façon très synthétique et très, très rapide, on part de lingots de silicium. Alors, avant le lingot de silicium, on a du sable, hein, de la silice, mais je vais démarrer au lingot de silicium. On va dans ce qu'on appelle le front-end, donc la première grande étape donc de fabrication d'un produit chez nous. On va implémenter donc des composants, des transistors, des diodes, des capacités dans le silicium sous des couches minces. Et on va faire ça de façon évidemment étape par étape et on va en mettre des quantités très significatives. Vous le savez, dans une puce aujourd'hui, on va de quelques milliers de transistors jusqu'à quelques milliards de transistors pour les plus gros microprocesseurs. Donc ça va être la partie fabrication, étape par étape, donc des composants électroniques inclus dans le silicium. Et la deuxième grande étape, qui a 2 rôles, donc ce qu'on appelle le back-end ici, essentiellement 2 missions. La première est de protéger la puce, donc en silicium, de façon mécanique, donc des agressions, des torsions éventuelles, à nouveau dépendant des applications. Mais surtout, la grande mission, c'est évidemment de connecter cette puce, donc ces composants qui sont gravés dans le silicium, à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on peut deviner ici. Donc, les connexions électriques qui vont permettre de faire les connexions sur l'application de notre client. Et au final, donc, ce qu'on livre à nos clients, c'est le boîtier fini. Donc, ce qu'on appelle le produit. Et au passage, je ne l'ai pas dit, on en livre environ 30 milliards pour vous donner, j'ai donné le nombre de clients, mais on livre un peu plus de 30 milliards de produits de ce type par an. Un point important quand on parle de cycle de vie, pareil, juste pour, sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, de temporalité. Ça, c'est un point important. Quand on va parler de design, si je démarre un petit peu sur la gauche, on va parler de design. Un design chez nous, c'est entre 6 mois, dans le meilleur des cas, donc souvent pour une amélioration d'un produit, mais on part pas sans partir d'une feuille blanche. Mais quand on parle vraiment de nouveaux designs, c'est plutôt dans les 3 voire 4 ans. Donc ça, c'est un premier point. Donc un temps relativement long pour le développement d'un produit. Ensuite, la fabrication. Et ça, je vais faire aussi rapidement, mais c'est aussi important d'avoir ça en tête. On a beaucoup parlé de pénurie de semi-conducteurs et tout le monde n'a pas en tête le cycle de fabrication d'un semi-conducteur. Donc, la partie front-end que je vous ai décrit rapidement tout à l'heure, on est entre 3 et 4 mois au total. EWS, c'est le test de la puce. Donc, avant de passer à l'étape back-end,
Donc, on est la puce, les plaques, les wafers vont tourner des centaines de fois dans une fab pendant 3 à 4 mois, donc avant de passer à l'étape suivante qui sera donc l'assemblage. Ici, où là, c'est un peu plus court, on est plutôt dans un peu moins d'un mois en tout cas sur l'assemblage. Ensuite, on va livrer donc ces produits chez client. Le client va l'assembler, alors suivant à nouveau les applications, ce qui peuvent aller de quelques heures à quelques jours. Donc les fameuses cartes, on en a vu tout à l'heure donc dans la session par Airbus. Et surtout, le dernier point, c'est l'utilisation. Ça, c'est un point important dans le cycle de vie. Et là, très dépendant des applications, on peut aller de 2 ans, si on parle d'un smartphone, jusqu'à plus de 30 ans dans l'aéronautique, dans le spatial et dans les sondes. On est aussi présent dans des sondes spatiales qui sont effectivement très loin de nous. Et là, on parle évidemment de durée de vie de 30-40 ans. Donc ça, c'est une spécificité du speedconductor. On a à la fois un temps de cycle assez long en fabrication et un temps d'utilisation qui peut être extrêmement long, d'où les notions évidemment de qualification et d'où les notions de prendre en compte très tôt les aspects environnementaux. Et c'est ça que je vais revenir juste après. Donc la définition d'un produit responsable, donc chez ST Micro, on l'a calé de cette façon. Donc d'abord 2 grands thèmes, donc la partie purement environnementale. Donc l'impact sur l'environnement, ça c'est ici, avec 3 grandes catégories, ce qu'on appelle les low carbon products. Je vais revenir, qu'est-ce que ça veut dire qu'un low carbon product. On a une partie power efficient. Alors nous, comme de façon, vous l'avez tous compris, l'énergie, l'utilisation le plus basse possible d'électricité, puisque nos composants sont alimentés à 99,9% par l'électricité. Évidemment, l'énergie est un point extrêmement important et rendre nos produits le plus efficient possible, c'est évidemment le challenge depuis l'histoire du semiconductor d'ailleurs. Ensuite, on a 2 catégories, donc la partie responsable, donc application responsable, que je ne vais pas décrire en détail aujourd'hui, on va juste en parler rapidement, mais évidemment qui nous permet donc d'évaluer les marchés sur lesquels on met en avant nos produits, on développe et on propose à nos clients donc des solutions qui vont aider soit à la décarbonisation par exemple, soit évidemment des applications liées aux humains, comme la santé ou le well-being. Alors, j'ai introduit la notion d'environmental footprint. De quoi on parle? Alors ici, vous retrouvez, ça vous allez le voir dans 2-3 planches. On retrouve la notion donc de raw matériaux ici en vert, la partie production, la partie transport, puisque nos produits, on va les transporter à la fois entre nos usines et à la fin entre l'usine finale et évidemment nos clients. La partie utilisation et la partie end of life qu'on retrouve ici. Quand on parle d'impact, ici, de façon assez classique pour les experts environnement, évidemment, on va parler de climate change, donc les émissions de gaz à effet de serre, on va parler donc déplétion de la couche d'ozone, on va parler évidemment de tout ce qui va être toxique pour l'homme, on va parler d'acidification, on va parler d'eutrophication, et un point important, de plus en plus important dans de nombreux pays où on opère, c'est évidemment le water scarcity, donc faire attention d'utiliser le moins possible d'eau, puisque vous le savez, c'est pas le cas en Europe, c'est très peu le cas en Europe. Mais dans certaines régions du monde, water scarcity est vraiment un problème. Donc ça, c'est le cycle de vie, les paramètres dont on va prendre en compte quand on va faire un cycle de vie. Alors, je vous vous montre ici quelque chose qui est public, donc vous pouvez le retrouver sur st.com de façon donc assez simple. On est un des seuls, un des rares, très rares, je ne vais pas dire le seul, mais dans l'absolu, on est très peu à montrer l'empreinte, après avoir fait ces calculs de cycle de vie, donc de rendre public l'empreinte, donc carbone et eau. Ici, je vous ai pris un produit très classique, qui est un microcontrôleur 32 bits, donc un de nos best-sellers dont on vend plusieurs centaines de millions de produits par an, où on va retrouver à l'échelle ici, alors c'est interactif si vous allez sur st.com, où vous verrez les détails en cliquant sur chaque boîte, donc l'empreinte liée au manufacturing, en bleu ici, liée aux matériaux, au transport qui est évidemment relativement petit. Je rappelle qu'on transporte nos produits en avion essentiellement, mais par contre, le poids, vous connaissez tous le poids d'un produit, c'est quelques milligrammes ou quelques grammes, donc évidemment l'impact, même sur des longues distances, est relativement faible. On fait la même chose sur l'eau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé il y a plusieurs années maintenant et qu'on continue à développer pour accroître la visibilité de notre empreinte, donc carbone et eau de nos produits. Très rapidement, la même image, mais aussi pour vous montrer cette notion importante d'avoir cette approche cycle de vie complète. Là, je vous ai choisi 4 produits. Vous retrouvez au milieu donc le SM32 dont on a vu tout à l'heure. Un autre produit plus petit ici. Alors à chaque fois, c'est à peu près à l'échelle. Vous avez ici une image
Donc, suivant le type de produit, on a une empreinte très différente. Et ça, c'est important. Au milieu, on a un produit, un ADAS, donc un microcontrôleur qui va servir aux voitures autonomes essentiellement. Hein. Donc, les fameux radars qui vont permettre d'avoir une image donc de ce qui se passe autour de la voiture. Donc là, on voit que la partie usage va être quand même assez importante puisque l'énergie consommée va être assez importante. Par contre, la partie transport du produit n'est quasiment pas visible. Même chose pour un triac. Je finirai là-dessus. Vous voyez ici, donc ça, c'est un transistor de puissance où les autres parties sont négligeables, elles sont là, mais ce qui prend le dessus, c'est évidemment l'utilisation, puisque là, c'est un produit qui va servir à faire transiter des grandes quantités d'énergie, hein, donc de contrôler l'énergie, où évidemment, là, c'est l'usage sur l'empreinte carbone qui prend le dessus sur tous les autres paramètres. Donc, le message ici, c'est de toujours avoir en tête qu'un produit, un semi-conducteur, il faut avoir la vue complète pour parler d'empreinte carbone, puisqu'on a des valeurs très différentes. Hein. Je vous rappelle qu'ici, on parle de 160 grammes jusqu'à 7 kg d'équivalent CO2 sur la durée de vie du produit. Alors, je vous ai promis de parler éco-design, et là, je vais aussi faire le lien. Pascal, il vous reste 5 minutes. Absolument, ça va être bon. Merci Philippe. Bon, l'éco-design assessment, donc comme je viens de le voir à l'instant pour Airbus, en fait, on va le faire à 2 endroits. Alors même si là, on n'est pas sur le même sujet, mais on est quand même très proche. On va faire un assessment avant le design, donc avec une éco-design checklist que vous avez ici, que je ne vais pas détailler à nouveau dans le détail, mais vous reconnaissez. On va poser des questions. Donc l'équipe design va passer par ce critère pour choisir à la fois les produits et faire en connaissance de cause le maximum de bons choix, réduire la taille du silicium, réduire le nombre de masses, puisque à chaque fois, derrière, choisir le moins possible d'impact de matière, puisque derrière, ça sera de l'eau, de l'énergie, etc. Et on va refaire une deuxième fois, donc ce qu'on appelle à la phase PQC, donc quand le produit est cette fois-ci designé, il est qualifié, donc tout est figé en fait, hein, on ne peut plus rien changer avant de passer en production. Évidemment, on va comparer ces 2 étapes pour définir où sont les améliorations. Le slide suivant, c'est juste une copie d'écran réelle de notre processus de développement. Donc, vous voyez ici, et sans pouvoir lire le détail, on retrouve ici cette notion d'éco-design où toutes nos équipes design sont obligées donc de passer donc par cette étape pour passer d'une milestone à une autre, et donc avec une comparaison donc des paramètres d'éco-conception par rapport à la génération précédente ou éventuellement à la compétition quand on a des informations de la compétition. Et pour finir, quelques statistiques. Je vous ai mis ici donc les statistiques globaux de 2 années, donc 2019-2020, pour retrouver donc ça, ce sont les pourcentages de produits, de nouveaux produits sur lesquels il y a une amélioration d'éco-conception. Vous retrouvez sans trop de surprise d'ailleurs la puissance, la réduction de la taille de la puce, intégrer plus de features, donc plus de fonctions dans le produit, etc., etc. On retrouve l'or également. On a mis l'or et le plomb, évidemment. Donc, on fait tout pour limiter autant que possible ce type de métaux, bien évidemment, soucieux et surtout ayant une empreinte forte, en particulier pour l'or, pour l'environnement. Pour finir, ou presque finir, donc le handprint, ce qu'on appelle le handprint, donc la partie green application, vous retrouvez ici, et sans trop de surprise, vous retrouvez en priorité le contrôle de l'énergie, l'électrification à la fois de l'automobile, mais de l'aéronautique. Vous le savez, c'est plus une chimère. On aura sans doute un jour des avions électriques, il y en a déjà. Donc évidemment, on y travaille, et donc c'est un des gros piliers d'ailleurs des produits responsables. La même chose sur la partie sociétale, quand même, pour ne pas oublier l'implication des équipes sur des produits safety, santé et sécurité du personnel. Et je terminerai par ce slide, donc qui montre l'approche globale donc, du programme Sustainable Technology qui démarre de l'ensemble de la chaîne de valeur donc des produits et qui va jusqu'à la labellisation, je vais y arriver. Donc, nos produits, ici, vous voyez ici un label d'un produit sur lequel vous retrouvez donc le logo donc, qui démontre l'amélioration faite sur ces produits. Et ça, c'est mon dernier slide que je vous avais déjà vu. Donc, le semi-conducteur, c'est une histoire de transformation, c'est une histoire de miniaturisation, évidemment de réduction donc à l'usage de la consommation électrique et évidemment beaucoup d'innovation pour faire de l'énergie saving, à la fois côté manufacturing, mais surtout côté produit. Voilà, je répondrai naturellement à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Merci Pascal, c'est cette présentation très intéressante et très complète de la vision et de la stratégie de ST Microelectronics. Des questions? Oui, une première question.
Alors, est-ce que les caractéristiques des composants de ST, notamment en termes de substance, sont-elles enregistrées dans les logiciels de type Silicon Expert, comme on en a parlé avec Airbus? Alors oui, effectivement, bon, bien évidemment, on est soumis à l'ensemble des réglementations des substances. Donc là, je l'ai pas abordé puisque je me suis focalisé sur l'éco-conception. Mais naturellement, oui, évidemment, on est soumis à REACH, on est soumis à l'ensemble. Et d'ailleurs, pas uniquement que REACH, puisque évidemment, vous avez compris, on a un certain nombre de substances qui sont réglementées en Europe, mais y compris en dehors de l'Europe. Donc oui, on a un process qui est assez similaire. D'ailleurs, j'ai retrouvé donc la partie en V, donc d'assessment des substances que fait Airbus. Et bien évidemment, on a la même chose côté composants. Et naturellement, on déclare. Bon, d'abord, on a une liste contrôlée. Donc on appelait ban substance, mais qui maintenant s'appelle formellement control substance list, où effectivement on prend en compte l'ensemble des matières qui vont rentrer. Certaines vont servir d'aéropassage pendant le process de manufacturing et donc vont disparaître, alors que d'autres restent dans le produit, et c'est évidemment celle-là qui concerne le plus, y compris l'ensemble de nos clients, bien évidemment. Donc oui, on déclare nos substances dans les bases de données, effectivement, pour contrôler et démontrer la notion material declaration, ce que j'ai vu tout à l'heure, l'équivalent, hein, donc MDF chez nous, donc material declaration form, évidemment, c'est quelque chose qu'on utilise naturellement, comme l'ensemble du semi-conducteur d'ailleurs. Hein. On a évidemment obligation de faire attention et de déclarer les substances qu'on utilise dans nos composants. OK. Une autre question. Dans quel cas les directives environnementales peuvent-elles se traduire par l'obsolescence du composant, voire son arrêt de fabrication? Alors, on a quelques exemples. On a parlé du plomb, par exemple. Hein. On a depuis maintenant de nombreuses années, on a donc un programme qui a directement effectivement été dérivé de la réduction du plomb, voire l'interdiction du plomb. Alors, on a encore quelques produits, mais c'est extrêmement rare. D'ailleurs, pour des applications souvent de longue vie et parfois qui peuvent être aérospatiales d'ailleurs, où effectivement la qualification est extrêmement complexe et longue dans le temps. Mais on a quelques cas. J'ai celui-là qui me vient en tête spontanément, où effectivement on a mis en place des programmes de remplacement qui durent d'ailleurs au passage plusieurs années, parce que vous imaginez bien que là, on a évoqué le temps de qualification, le temps de fabrication d'un produit, pardon, mais le temps de qualification est aussi extrêmement long. Donc oui, on a des exemples dans l'histoire du semi-conductor où effectivement les réglementations nous ont amené à soit réduire, soit arrêter. Alors, quand on est arrêté, on n'arrête pas les produits, évidemment, on substitue. Hein, donc, ça s'appelle évidemment la substitution de matières liées aux réglementations européennes ou internationales. Hein. On a d'autres produits côté États-Unis, côté Asie également, hein, puisqu'il n'y a pas que l'Europe. Hein. Faut bien ne pas oublier qu'effectivement, on est concerné par l'ensemble du monde et puisque nos clients sont naturellement partout dans le monde. Donc oui, ça arrive. C'est relativement rare quand même, hein, faut être honnête, mais oui, ça arrive. OK. Une autre question. Comment gérez-vous l'apparition de nouvelles substances réglementées pendant vos cycles de production, une fois la conception finalisée? Alors en fait, bon, d'abord les nouvelles. Alors, il y a deux choses. D'abord les substances, on les aborde dans la qualification. Alors c'est pareil, je suis passé assez vite sur l'ensemble du process. Mais avant de qualifier un produit, on qualifie une technologie. D'ailleurs, c'est pour ça que le programme il s'appelle entre autres Sustainable Technology, puisqu'effectivement, on ne fait pas que des produits, on va qualifier. Et ST a effectivement développe ses propres technologies de façon autonome ou en partenariat évidemment avec des gens de recherche sur les technologies. Donc d'abord, les substances, elles vont d'abord rentrer dans la phase de qualification d'une technologie, donc d'un process de fabrication. Ensuite, les produits, donc quand on va choisir, quand une équipe design va choisir, en fait, les choix que va avoir à faire les équipes de R&D vont être sur le choix des technologies. Alors, technologie front-end,
hein, donc les fameuses puces. Donc on va choisir en général d'abord une techno de façon générique et puis après des variantes, hein, puisque quand on parle d'un process technologique, on va avoir des variantes low power par exemple, ou à l'inverse quand on a besoin de beaucoup de tension. Donc on va choisir. Donc en fait la R&D va choisir des technos déjà qualifiés où les substances ont été prises en compte. Pareil pour le back-end. Donc le back-end, l'encapsulisation, c'est là qu'on va avoir des métaux, c'est là qu'on va avoir des substances également, des colles par exemple, hein, parce que la puce elle est collée par exemple sur le boîtier, hein, donc à l'intérieur avant d'être moulée. Et là évidemment on a des résines. Et donc là c'est là qu'on va choisir et qu'on va gérer entre guillemets à la fois l'inclusion de nouvelles substances et éventuellement l'obsolescence qu'on a évoqué. Donc en fait la partie R&D, pour finir là-dessus, va vraiment se focaliser sur le choix des meilleurs technos, la taille de la puce, le nombre de connexions liées évidemment aux exigences soit du client, soit du cahier des charges. Mais par contre, c'est pas l'équipe design qui va choisir les substances et qui va faire attention aux substances. Donc effectivement, ça sera les équipes de technologie, de qualification des technos, à la fois front-end et back-end. OK. Une autre question. Vous avez parlé de fin de vie de produits. Qu'est-ce que ça contient? Disons, est-ce qu'il y a des préconisations? Qu'est-ce que ça comprend? Alors, donc tout d'abord, vous l'avez compris, donc nous, donc en fait, on n'a pas alors maîtrise à 100% du recyclage de nos puces. Hein, nos puces, on les recycle pas. Alors on recycle nos puces, éventuellement, on les broie et pour les puces déchets, donc avant de livrer à nos clients. Mais les puces bonnes, évidemment, ils sont utilisés par les. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure. On minimise autant que possible et on réduit à zéro donc justement les substances qui pourraient mettre en danger le recyclage. Donc le broyage des circuits, vous le savez, les cartes électroniques sont en général démontées en fin de vie. Hein, donc là je parle en fin de vie. Donc certains clients les prennent en charge. Certains grands clients ont des partenariats avec des solutions de recyclage de cartes électroniques. Et là, nous, notre rôle, c'est de s'assurer non seulement qu'on est évidemment en compliance, mais ça, c'est la base avec les législations en vigueur donc sur les substances qui restent dans le produit, hein, puisque là, on parle des produits qui restent, des substances qui restent dans le produit. Et par contre, donc, nous, on va limiter donc l'halogène free, par exemple. Tous nos produits maintenant sont halogène free. On va les limiter évidemment les substances type arsenic qui pourraient rester, etc., qui vont mettre en danger les filières de recyclage. Donc ça, c'est notre rôle. Mais évidemment, on n'a pas la responsabilité du recyclage de nos puces puisque nos puces ne nous reviennent pas dans la quasi-totalité, hein, j'ai envie de dire 99,99%, on ne revoit pas nos puces. La seule chose qu'on gère chez nous, évidemment, c'est le recyclage à la fois des wafers, d'ailleurs, au passage. Hein. On fait aussi de l'économie circulaire sur nos wafers déchets. Certains se retrouvent dans des filières automobiles comme adjuvants. Hein, je cite toujours cet exemple-là. Nos wafers scrap, par exemple, se retrouvent dans des carters des grandes automobiles puisque ça sert de silice et de la silice en adjuvant. Donc, en fait, on a des filières d'économie circulaire de nos propres produits déchets, par contre. Mais les produits qui sont chez nos clients, évidemment, on collabore autant que possible sur la faisabilité du recyclage. OK. Une autre question. Merci. Okay. Une autre question. Comment gérez-vous l'accès aux raw materials par rapport aux zones sensibles de conflit, aux embargos, aux restrictions d'approvisionnement? Alors, donc, par exemple, gaz néon pour la fabrication avec les problématiques de conflit qu'on connaît actuellement. Absolument. Alors, très bonne question. Naturellement, alors je suis passé très vite hein, dans la roadmap de l'ensemble du développement. Bon, tout d'abord, on contribue aux alliances. Alors, si on parle sur donc ce qu'on appelle RMI, hein, donc responsable mineral, donc alliance. Donc, naturellement, on contribue. Donc d'abord, on est membre habillé et RMI, donc faire attention effectivement et on trace l'ensemble de notre chaîne de valeur en amont, donc des matériaux qui peuvent être soumis, hein, c'est pas qui pourraient, mais qui peuvent être soumis évidemment à restrictions liées aux zones de conflit que vous connaissez, qui sont malheureusement pas uniquement en Afrique d'ailleurs, hein, donc ça vous le savez. Et côté purement approvisionnement, bien évidemment, on a des cellules dédiées donc entre achats et du coup développement durable, on y contribue. D'ailleurs, on a une personne dans l'équipe corporate qui fait le lien sur ce point-là pour effectivement s'assurer
que, on se source au bon endroit, entre guillemets, hein, de façon responsable, parce que ça, évidemment, ça fait partie des éléments à la fois en volume. Alors, même si les volumes sur nous, alors quand j'ai parlé de 30 milliards de produits, hein, ça peut paraître beaucoup, mais au passage, évidemment, les quantités de matières premières sont finalement relativement réduite si on parle de kilos, hein, quand on parle sur les 30 milliards de produits, on va parler de quelques kilos d'or et encore moins de tantale si je parle de tantale par exemple qui a été longtemps. Donc on n'est pas du tout sur des chez nous hein, les gros points c'est évidemment la chimie, c'est l'eau hein, je l'ai pas dit mais pour faire 30 milliards de produits, on a besoin de 35 à 36 milliards de litres d'eau hein, donc c'est bien avant les millions. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, bien évidemment, c'est un sujet à la fois de préoccupation et au sens à la fois éthique et de supply chain sur lequel on est évidemment sensible. Ok, très bien. Merci pour toutes ces réponses. Merci. C'est bon, Philippe? Eh bien, merci à vous. Merci Pascal pour cette intervention très complète. Donc, on va passer donc au sujet suivant qui concerne donc les circuits imprimés, les PCB. Et donc, c'est Eric de Ponto de CSI Sud-Ouest Simulec qui va intervenir. Donc, Eric, vous avez 15 minutes. C'est parti, là. Votre son, Eric, est coupé. Eric, votre son. Ah. Voilà. Vous voyez la présentation ou pas? Oui. Bon. Vous pouvez la passer en mode... Ah. Ouais, alors attendez. C'est bon? Non, là, il faut que vous mettiez un paramètre d'affichage. C'est bon là? Parfait, ouais. Ok, parfait. Donc Eric de Ponto, je suis le directeur général de CSI Sud-Ouest, le groupe Simulec, un des fabricants français, on est le 19e fabricant européen, et je suis aussi le président de la section circuits imprimés au sein d'Axiel, et donc à ce titre, on représente 80% de la profession de fabricant de circuits imprimés français. Donc, je vais vous faire une présentation qui est beaucoup plus centrée sur la spécificité du circuit imprimé au sein de, ces demandes REACH et la façon dont c'est abordé côté circuit imprimé. Quelques rappels rapides. Aujourd'hui, REACH, c'est 54 substances qui sont dans l'annexe 14, l'annexe 14 étant non pas une annexe d'interdiction, mais une annexe soumise à autorisation. Donc, il y a quand même une nuance relativement importante et il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui demandent des autorisations sur l'annexe 14. Et à l'heure actuelle, on est à 233 substances SVHC. Donc, les substances SVHC sont des substances qui sont généralement soit dangereuses pour la santé, soit dangereuses pour l'environnement. Quand on parle de danger pour la santé, on parle avant tout de danger de la santé des personnes qui vont utiliser et transformer les pièces et pas uniquement des utilisateurs finaux. Donc, ça concerne vraiment l'ensemble des sites de production. Il faut être conscient que la liste SVHC s'accroît très régulièrement, 2 fois par an, et d'après Ecomundo, qui est un cabinet spécialisé en fait sur la partie REACH, il prévoit à terme qu'on ait environ 1500 substances dans la liste SVHC. Bon, ça me paraît beaucoup parce qu'aujourd'hui on a un accroissement de l'ordre de 40 à 50 par an, mais c'est leur prévision. Il faut savoir que toutes les substances qui rentrent dans la liste SVHC sont appelées à terme soit à rentrer dans la liste 14, donc la liste soumise à autorisation, soit la liste 17 qui est soumise à restriction, mais attention, ce sont des restrictions sur des applications spécifiques. Donc, typiquement, si vous regardez le méthanol, par exemple, qui est dans la liste de restriction, il est interdit dans les lave-glaces automobiles. Il n'est pas interdit dans toutes les applications où on a du méthanol. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la liste 14? Juste pour vous donner un peu
le déroulé quand on arrive dans cette liste 14. Donc, il y a le T0 qui est donné par la commission en donnant la date de passage à la liste 14. Et là, on a 18 mois pour soumettre un dossier auprès de la commission, en sachant que la réalisation d'un dossier, ça prend environ 12 mois. Donc, vous comprenez que dans ces cas-là, il faut aller assez rapidement. Je vous parlerai après du dossier. L'instruction du dossier, elle va prendre entre 18 et 24 mois. Et donc, il y a deux possibilités. Soit le fabricant ou les fabricants soumettent un dossier, et dans ce cas-là, à partir du moment où ils l'ont soumis dans les 18 mois, ils sont autorisés à utiliser la substance jusqu'à la fin de l'instruction. À la fin de l'instruction, on leur donnera soit le feu vert pour l'utiliser, soit on leur interdira. Et c'est traité sous la forme d'un rapport bénéfice-risque. Quel est le risque que je prends à utiliser cette substance? Quel est le bénéfice en termes d'emploi, en termes d'indépendance, etc. Si jamais on ne dépose pas de dossier, eh ben, en fait, on a 36 mois et au bout des 36 mois, on a interdiction d'utiliser la substance sur le territoire européen. C'est bien l'utilisation de la substance. Donc, typiquement, si vous rentrez dans un process de fabrication et que le produit n'apparaît plus sur le produit fini, vous pouvez toujours l'acheter à l'étranger, votre produit. Vous n'avez pas interdiction d'un achat du produit. Un dossier, 1 an de travail. Le coût d'un dossier, en fait, le dossier, il va être fait pour deux choses. Pour un certain nombre de sites utilisateurs, et donc on retrouve bien cette notion de fabricant, et pour un certain nombre d'usages. À titre d'information, 15 sites utilisateurs, c'est à peu près le nombre de fabricants de circuits imprimés aujourd'hui en France. Un usage, il faut compter environ 300 000 € de traitement de réalisation de dossiers, auquel il faut adjouter les 50 000 € de soumission de dossier auprès de la commission pour le traitement. Si on est en rouge, donc comme je vous l'ai dit, on a interdiction de fabriquer, mais on n'a pas obligatoirement interdiction d'acheter à l'étranger. On peut continuer à acheter le produit. Maintenant, si on regarde plus spécialement ce que c'est les spécificités du circuit imprimé, il faut savoir que le circuit imprimé, c'est avant tout un process de traitement de surface. Donc, on a énormément de chimie qui interviennent. Aujourd'hui, donc tous les sites de fabrication de circuits imprimés sont classés ICPE en tant que traitement de surface. Et typiquement sur une usine assez basique qui va faire des circuits classiques, donc j'ai pris l'exemple de notre site de production. On a aujourd'hui 105 produits chimiques différents qui sont achetés. 14 de ces produits sont des produits simples. Donc ça fait un peu moins de 14%, un peu moins de 14%. Et 91 sont des produits formulés, c'est-à-dire qu'en fait notre fournisseur plutôt va nous livrer un produit dans lequel on ne connaît pas la totalité de la formulation. On connaît les éléments majeurs, mais on n'a pas la connaissance de toutes les substances qui se trouvent à l'intérieur. L'autre particularité, c'est que le produit fini, ce n'est pas un produit catalogue. Donc tout à l'heure, dans la présentation Airbus, il était dit par exemple que les produits mécaniques étaient considérés comme produits sur plan. Le circuit imprimé est un produit sur plan. On va fabriquer par rapport à une demande qui est spécifique de l'utilisateur final. Et sur ces spécificités, il va nous donner l'ensemble de ce qu'il souhaite avoir, aussi bien en termes d'épaisseur de cuivre, de taille de format, d'endroits où ils souhaitent avoir par exemple de l'étain plomb en finition, du type de finition, ça peut être aussi du nickel or dans lequel on a de l'or qui est un des matériaux qui est suivi par le Frank Dot Act et donc par le conflict minéral. Et on va avoir aussi derrière l'épaisseur de la finition qui va être spécifiée. Ça veut dire que d'une pièce à l'autre, on va avoir des taux notamment par exemple sur le plomb, qui vont varier, des quantités qui vont varier quand on a l'autorisation d'utiliser du plomb, quand on nous demande d'utiliser du plomb sur la finition. Typiquement, aujourd'hui, quand on prend la liste des composants SVHC, vous avez sous les yeux ceux qui sont identifiés chez nous aujourd'hui comme faisant partie de notre process de fabrication et qui sont tous donc dans la liste SVHC. Il n'y en a aucun aujourd'hui dans la liste 14.
Donc le premier, le 2-méthyl-4-méthylophényl, je vous laisse lire la suite, hein, donc je vous ai mis le numéro CAS en plus. Depuis 2022, il est intégré donc dans la liste des substances SVHC. C'est un photoinitiateur pour le vernis. Ça veut dire que chaque fois qu'on met du vernis, eh ben, dans le composant que l'on achète, nous, il y a cet élément-là. Il n'apparaîtra plus sur l'élément final. C'est pour ça que vous ne le verrez pas quand vous regardez en fait les choses qu'on vous livre, puisqu'on n'est pas, on a en fait un composant qui va disparaître pendant le processus de fabrication. Par contre, il est bien dans le produit que l'on achète, et donc il est soumis aussi à une certaine volatilité par rapport à sa présence. On a la même chose pour l'acide borique qui est présent dans les bains de palladium. Il faut savoir que le palladium est nécessaire à l'activation et la métallisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui sur tous les produits de très haute fiabilité, pratiquement. Le plomb, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, depuis 2018 en SVHC et depuis 2022, il est effectivement dans la liste de recommandations pour la liste 14. Donc, pour le moment, c'est des questions qui sont posées en fait aussi bien aux industriels qu'aux particuliers pour voir si le bénéfice-risque justifie qu'on l'intègre dans la liste 14 ou pas. Et puis le dernier, le trinonaphosphite, alors je vous ai mis son numéro 4, mais oui, c'est ça, c'est dans les encres pelables que l'on trouve. Il faut être conscient que cette liste, comme elle s'allonge en permanence, on a en permanence des choses nouvelles. C'est extrêmement complexe pour nous de savoir à l'avance sur quoi on va être impacté, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de produits qui sont des produits composés d'un grand nombre de substances. Donc, c'est les tendances du marché par rapport à ce qu'on a dit. Et là, le focus que je vous souhaite de faire, c'est plus un focus process et pas un focus produit, parce que la difficulté aujourd'hui, elle va sans doute concerner le process avant le produit. Une forte tendance, il y a beaucoup des produits qui sont interdits, qui sont des produits assez complexes et qui servent pour stabiliser les réactions chimiques. Et donc, on se retrouve avec des produits dont les formulations, des produits que nous utilisons, dont les formulations évoluent, voire qui disparaissent, parce que à certains moments, on peut avoir des produits qui deviennent relativement complexes à manipuler, qui économiquement parlant ne sont plus intéressants par rapport à nos fournisseurs et qui du coup sont retirés du marché parce que trop de contraintes autour de la fabrication de ces produits. Les conséquences de ça, c'est qu'en fait, ils sont généralement remplacés par des composés organiques et le constat que l'on fait, c'est que les composés organiques sont beaucoup plus complexes à piloter. Typiquement, sur un bain aujourd'hui de cuivre chimique, donc de métallisation chimique de cuivre, si on prend le composé qui était vendu il y a 5 ans, il n'y avait aucun additif. Aujourd'hui, on a 3 additifs qui doivent être mis en permanence avec une analyse permanente du bain. Et donc, on est sur un équilibre qui est beaucoup plus sensible que ce que ça pouvait être par le passé. Ça nécessite beaucoup plus de rigueur pour les fabricants. Ils sont moins stables, les deux vont de pair. Les bains sont souvent beaucoup moins polyvalents, c'est-à-dire qu'avec les additifs un peu robustes que l'on avait hier, on avait des bains qui savaient à peu près tout faire à partir du moment où on jouait un peu sur les concentrations. Ça, c'est terminé. On a maintenant des fonctions chimiques qui sont de plus en plus précises et de plus en plus spécifiques. Et concrètement, sur le résultat final, on est moins performant. Au mieux, on est équivalent, mais souvent, on est moins performant. Un exemple particulier, le ratio de pénétration. Il y a seulement 15 ans, sur un bac classique, on pouvait faire du ratio 10, voire du ratio 12 de pénétration, donc grosso modo un diamètre 12 fois plus petit que l'épaisseur. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 8-10 et on a baissé parce que en fait, tous ces additifs qui ne sont plus autorisés rendent les bains moins performants. Donc j'en ai terminé pour ma présentation, j'ai fait assez court et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, oui, merci. Une première question, notamment justement par rapport à cette dernière planche, par rapport au problème de process. Donc, REACH est une directive européenne.
est-ce que pour les fabricants français, européens, vous êtes plus pénalisés par rapport à ce qu'elle contient que vis-à-vis d'autres directives qui sont en Asie et des fabricants qui sont là-bas? Alors, on ne connaît pas exactement tout l'impact des directives asiatiques parce que c'est vrai que REACH est déjà tellement lourd à étudier qu'on se concentre vraiment sur celle-là. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça va impacter avant tout nos process et l'impact de REACH aujourd'hui chez nous, c'est avant tout sur le process plutôt que sur le produit fini. Et donc, il y a effectivement des produits qui sont commercialisés en Asie qu'on ne peut pas acheter parce que les fabricants ne les vendent pas en Europe. Typiquement, Dow Chemical, donc Dupont de Nemours, qui est le plus gros chimiste aujourd'hui en traitement de surface, hein, a une gamme spécifique Asie, une gamme spécifique Amérique et une gamme spécifique Europe. Et ils ne vendent pas les mêmes produits partout dans le monde. Donc oui, il y a des produits qui ne sont pas autorisés, qui ne sont pas vendus par nos fournisseurs en Europe et qui sont vendus sur d'autres territoires. Et REACH est un des éléments qui fait qu'ils vont orienter les produits d'un côté ou de l'autre. Ok, merci. Une autre question, les nouveaux composés organiques qui remplacent les produits qui permettaient de stabiliser les réactions chimiques ont-ils un impact sur les rendements de production et potentiellement sur la fiabilité du circuit? Alors, sur la fiabilité, s'ils sont très bien processés, j'ai envie de dire que c'est notre savoir-faire et on fait en sorte que ça n'ait pas d'impact. Sur les rendements, oui. Je reprends un exemple. Moi, sur le renfort électrolytique, il y a 15 ans, il nous fallait à peu près 60 minutes pour mettre 25 microns de cuivre dans les trous. Aujourd'hui, il nous faut 70 minutes. Oui, ça a un impact, oui. Okay. Une autre question, dans les produits formulés que vous avez évoqués, vous dites que vous ne connaissez pas la globalité des substances. Est-ce que ça pose un problème des fois vis-à-vis d'un client qui peut demander que, puisque, comme l'a expliqué Airbus, disons, normalement, les fournisseurs doivent amener les éléments de substances qui composent les produits ou qui sont utilisés dans les process. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes liés à ce manque d'informations? Alors aujourd'hui, la réglementation, elle nous demande d'identifier quand on a des composés SVHC supérieurs à 0,1%, en masse, elle nous demande de les identifier. Il y a aussi obligation, si notre fournisseur nous livre un composé qui est dans la liste SVHC supérieure à 0,1%, de nous l'informer. Donc ça, on le sait. Mais par contre, une des difficultés qu'on rencontre, c'est quand on a des gens qui nous disent, typiquement sur le plomb, j'aimerais que vous me donniez exactement le taux de plomb que j'ai sur ma pièce. Et là, c'est extrêmement complexe parce qu'on est sur une pièce qui est faite sur mesure. Alors, quelquefois, elle va être faite à des centaines d'exemplaires ou des milliers d'exemplaires. On pourrait en prendre une, la faire détruire, faire analyser, avec le coût que ça représente quand même, puisqu'elle ne servira qu'à notre client. Il faut savoir que c'est lui et lui seul qui pourra l'utiliser. Mais quand on est sur des exemplaires qui sont uniques, et ça nous arrive régulièrement quand on travaille avec le spatial, vous comprenez bien que là, il y a un dilemme. Est-ce que je livre ma pièce ou est-ce que je la détruis pour faire la mesure? Et on se retrouve dans quelque chose de compliqué. Pour revenir juste sur le plomb, pour information, aujourd'hui, la seule finition qui est qualifiée par l'ESA, donc au niveau du spatial, c'est une finition éteint plomb. Il n'y a pas d'autre finition. Donc on est quand même dans une problématique, alors qu'on est en ROHS depuis très longtemps, hein, mais on est quand même dans une problématique où quelquefois c'est un peu compliqué. Ouais. Ok, merci. Une autre question. Est-ce que les fournisseurs de chimie vous tiennent informés des évolutions des substances et de leur impact sur le process? Alors, l'évolution, si jamais ils font évoluer la substance, oui, ils sont censés le faire. Ils sont censés le faire. L'expérience montre que quand on discute avec des confrères, on a quelquefois les mêmes problèmes au même moment sur toutes les lignes de France. Donc, on a quelquefois des doutes. Mais ils sont censés le faire, oui. Ok. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.
Merci Eric donc, pour votre présentation qui était très intéressante et qui reflète bien la problématique sur les circuits imprimés. Nous allons passer maintenant donc à l'aspect orienté sur l'assemblage, donc avec l'intervention de Maxime Demade et puis Laetitia Sicard de FE2D. Donc, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci. Très bien, merci Philippe. Donc effectivement, Maxime Demade et je suis également accompagnée de Madame Sicard. Donc on est toutes les deux du service qualité, sécurité, environnement à FED. On intervient aujourd'hui dans ce webinaire pour vous présenter le positionnement d'un EMS vis-à-vis du règlement européen REACH et comment finalement nous transposons ces obligations dans nos activités. Alors pourquoi Rich and Beautiful? Là c'est un titre qu'on a voulu un petit peu interpellant, un petit peu interrogateur, notamment sur les ambitions du règlement REACH et la réalité des interprétations qui peuvent en être faites et bien les marges de manœuvre qu'un établissement, enfin qu'une entreprise comme la nôtre peut avoir pour y répondre. On aurait presque pu mettre finalement un point d'interrogation. Donc FED est une PME créée en 1980, donc forte de 40 ans d'expérience, basée à Saint-Alvère en Dordogne, dans le département du 24. Nous sommes une entreprise d'un peu moins de 180 personnes, réparties sur 2 sites de fabrication, un premier site de fabrication de cartes électroniques et un second site d'assemblage de produits qu'on va appeler l'intégration. Ça peut être de l'intégration de cartes qui viennent d'ailleurs ou de cartes qui sont fabriquées directement sur notre premier site. Les produits que nous fabriquons sont destinés au secteur aéronautique, spatial et défense, pour une grande partie partagée aussi avec le secteur ferroviaire. On a aussi une activité sur le domaine de l'industrie et de l'énergie, plus spécifiquement sur le secteur de la sûreté nucléaire et une certaine part de notre cœur d'activité sur le domaine médical. Pour ces activités-là, nous sommes certifiés ISO 9001, EN 9100, mais également aussi ISO 13485. Et plus récemment, l'année dernière, nous avons voulu lancer une démarche d'évaluation de notre politique et RSE, donc responsabilité sociétale, à travers justement le label EcoVadis que nous avons obtenu l'année dernière avec un niveau silver. Voilà un petit peu la carte d'identité de FED au niveau de son territoire et ses activités. Et pour ce qui est de FED au niveau carte d'identité REACH, donc on est un EMS, donc on réalise des assemblages, qu'il s'agisse donc de cartes ou de produits intégrés selon les exigences de nos clients. C'est issu d'un travail de conception de leur bureau d'études, bien évidemment. Donc, on intervient au cœur de la chaîne de fabrication et pour cela, on utilise des composants, des pièces mécaniques, des boîtiers, mais également des produits chimiques que nous, on va interpréter dans le terme d'ingrédients. Donc, on est vraiment un utilisateur aval. On utilise des produits directement en application, donc des ingrédients en application sur les produits que nous fabriquons ou dans le cadre de notre process comme des détergents, des choses comme ça. Donc, dans le cadre de nos activités, on est tenu de respecter les nomenclatures de nos clients, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement de notre part sous couvert d'une validation et d'une autorisation de la part de nos clients. Ce qui signifie que nous ne sommes pas responsables du choix des composants ou même des ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication des produits que nous livrons à nos clients. Donc, à ce niveau-là, on peut être honnête, on n'a pas beaucoup a priori de marge de manœuvre. Donc, il y a cette responsabilité qui est portée au niveau de nos commanditaires, mais on a aussi des actions, bien évidemment, de déclinaison des exigences REACH vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc, la première démarche que l'on mène auprès de nos fournisseurs, alors tout confondu, composants, pièces méca, ingrédients, c'est la communication de nos exigences relatives au respect et à la communication en vertu de l'article 33 du règlement REACH, entre autres. Et c'est notamment à travers nos conditions générales d'achat que nous imposons la communication vers nous en cas de fourniture de composants, de pièces méca ou d'ingrédients qui contiendraient des substances extrêmement préoccupantes, des substances qui sont flaguées sous l'annexe 14 ou sous l'annexe 17.
Après, pour ce qui va être, donc ça c'est tout confondu, et pour ce qui va être plus particulier aux ingrédients, on a un suivi plus poussé, c'est notamment l'objet de notre présentation aujourd'hui, et on va être à même de proposer des ingrédients parce qu'ils sont connus chez nous et parce qu'ils sont surtout utilisés, maîtrisés et enregistrés au niveau de notre base de données et surtout analysés. Donc, on va faire un petit point d'arrêt justement sur cette gestion REACH, mais également santé, sécurité, environnement des ingrédients à FED. Donc, on dispose d'une base de données dans laquelle nous retrouvons les ingrédients qui sont utilisés à FED, mais également ceux qui ont pu être utilisés chez nous, ou alors ceux qui ont été proposés en phase de test et qui ont été soumis à l'analyse, mais qui n'ont finalement pas été retenus. Donc, on a une base d'analyse santé, sécurité et REACH qui repose sur les fiches de données sécurité, donc les FDS, et les fiches techniques qui sont transmises par les fabricants ou nos fournisseurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande systématiquement les FDS dans leur dernière mise à jour et en langue française de manière préférentielle. Et pour cela, on s'adresse directement à nos fournisseurs, voire même aux fabricants. Donc, on commence, plus on s'est engagé dans cette démarche-là, plus on a vu que le relationnel fournisseur-fabricant s'est vraiment étendu, est allé au-delà de la partie commerciale. On a entamé vraiment un échange avec nos fournisseurs et fabricants. On les considère véritablement comme des points d'entrée pour collecter des informations au niveau de REACH. Donc, il y a bien évidemment, on est là-dessus aussi sur les alertes de type Quick FDS, mais vraiment, on mise sur le relationnel fabricant-fournisseur. Et ça nous permet de reboucler l'information lorsqu'il y a des mises à jour de fiches de données sécurité. On a des fournisseurs aussi qui sont qualifiés par les marques, donc elles sont vraiment pour nous ciblées quand on a des interrogations ou quand on anticipe, quand on a flagué des substances qui pourraient amener à bouger dans les compositions. J'expliquerai dans la prochaine slide comment on arrive à capter ça. On reboucle directement avec les fabricants. Je pense plus récemment avec un fabricant sur l'évolution de statut sur les diisocyanates. On est allé directement prendre l'information sur les perspectives possibles de reformulation et il nous a rassurés et sur ce sujet-là. Donc voilà, on est vraiment sur ce relationnel étendu avec eux. Les fabricants, les fournisseurs aussi sont de plus en plus conscients bien de leurs obligations. Donc, ils développent des outils, des plateformes d'analyse, parfois de manière générique, et puis parfois spécifiques à notre carnet de commandes. Et là, du coup, ils peuvent déjà pré-mâcher, pré-digérer les évolutions dans les fiches de données sécurité. Donc, on travaille bien là-dessus avec eux. Notre deuxième point d'étape à ce sujet, c'est bien évidemment à l'issue de la collecte de ces informations-là, c'est l'analyse des risques. Alors pareil, c'est cet outil que nous avons en interne qui nous permet d'alimenter à la fois notre analyse de risque chimique et au poste de travail et également notre suivi REACH. Donc là, dans cet outil-là, on dresse vraiment le portrait complet de l'ingrédient, c'est-à-dire on va le considérer sur son utilisation au poste de travail, sur ses aspects sécurité, sur le stockage également, et on va aller jusqu'à la fin de vie et jusqu'à l'identification de la filière d'évacuation, la mise en déchet. Et pour la partie REACH, on le complète sur ce même outil en suivant les évolutions REACH. Ça passe notamment par l'analyse de la newsletter ECA qui paraît tous les mercredis et qu'on reboucle bien évidemment en analyse directe avec la base de données ECA où on peut consulter pour chaque substance le statut de la substance vis-à-vis de son enregistrement, de son processus REACH. Donc, on décante tout ça à travers une analyse de risque. Et ça, c'est de manière, en routine, dans un esprit de veille. Mais on procède de la même manière lorsqu'on est face à une demande d'entrée nouvel ingrédient. J'aurais même pu commencer finalement par ça. Mais pour cet aspect-là, bien évidemment, il y a le travail qui est fait sur les spécificités d'utilisation technique qui est mené notamment à l'appui des fiches techniques par nos équipes méthodes. Mais pour la partie santé-sécurité, ça revient à notre pôle qualité-sécurité. Donc, on suit le même cheminement d'analyse. Ça passe également dans la moulinette de notre outil et ça peut décanter sur trois options.
Si on est sur une analyse favorable, tout est cerné, tout est maîtrisé, tout est cadré du stockage, de l'utilisation au poste, la partie veille sur REACH et également la filière d'évacuation, on peut lancer les approvisionnements et tout est cadré. On peut avoir le cas de figure où on commence à avoir des interrogations, donc on mène une action notamment vis-à-vis de nos fournisseurs et de nos fabricants et on reboucle de manière peut-être moins formelle les risques identifiés à notre client et on voit comment on peut gérer ça en interne. Après, le troisième niveau, c'est si nous, de notre côté, on a identifié en termes d'analyse des risques, santé, sécurité, environnement et REACH et ou REACH une analyse défavorable, et bien là, on entame la discussion avec le client. On est en avance de phase, donc on a encore un petit peu de marge de manœuvre avant de lancer les productions pour voir si on peut trouver une alternative qui satisfasse les deux parties. Donc cette démarche, elle est assez confortable parce qu'on est en amont des fabrications, mais on reste quand même tributaire de l'information dont on dispose à l'instant T. Et c'est donc tout l'intérêt de la veille que j'ai présenté il y a quelques instants et que je reprends sur les slides d'après. Je termine cet aparté. Ce que ça veut dire chez nous, ce suivi-là et cet outil-là, pour une entreprise comme la nôtre, c'est-à-dire des secteurs d'activité diversifiés, une production sur de la petite et moyenne série, sur des produits à forte valeur ajoutée et forte technicité, on est forcément sur un facteur multiplicateur des ingrédients. Et donc, on est sur 252 ingrédients suivis en 2021, avec un suivi, donc ça c'est plutôt la partie santé, sécurité, environnement, et quand on va descendre au niveau de la substance, on va être plutôt sur notre suivi et notre veille REACH, ça représente 1150 substances suivies. Donc pour l'instant, aucune dans notre spectre d'analyse et de connaissances est une substance soumise à autorisation. Donc ça, c'est un premier point. Cette base de données-là, je ne vais pas vous mentir, elle est gérée au sein de notre service QSE, parce que c'est vraiment le service QSE qui porte cette démarche-là. Mais bien évidemment, on a un outil d'interface avec les personnes qui sont en charge de l'application et la transposition dans les dossiers de fabrication, comme les méthodes, ou les personnes qui sont en charge des achats. Et on a une perspective justement et c'est le cœur aussi de la transmission d'informations de REACH, d'améliorer cet outil-là. Je reviendrai sur la partie conclusion pour implémenter notre ERP, notre système de gestion intégré, pour justement donner plus de transparence et de lisibilité aux équipes. Et si je reboucle donc cette troisième étape, qui est donc l'information. À notre niveau, on se doit vraiment d'être réactif dans la transmission des informations aux clients. L'idée, c'est vraiment de doubler les canaux. Il ne faut pas que l'information se perde. Donc, en cas de substances extrêmement préoccupantes, on alerte à travers des fiches alertes, donc FAL. Vous allez voir dans la slide d'après, aux clients. Donc, ce qu'on fait dans ces fiches alertes, c'est qu'on cible les produits qui sont en fabrication qui peuvent être impactés. On établit aussi le contexte connu de l'évolution réglementaire sur les substances qui sont flaguées pour donner le maximum d'éléments à la fois factuels et les références aussi de l'Agence européenne des produits chimiques pour vraiment donner des éléments clés de compréhension et rapides à nos clients. Donc ça, bien évidemment, c'est alimenté avec les échanges qu'on a pu avoir avec les fabricants ou les fournisseurs. Et on propose en fonction des informations qu'on a pu collecter une appréciation du risque et à chaque fois elle se fait, puisque c'est porté par notre système qualité et notamment notre pôle QSE, par une dimension santé, sécurité, environnement et complétée d'une dimension REACH le cas échéant. Donc, notre objectif, c'est aussi d'être force de proposition. On est EMS, donc on a une partie service, on a une partie conseil, et notamment par nos expériences et notre expertise process, il nous arrive de proposer des produits, des ingrédients sur lesquels on a un bon REX et qui pourraient se substituer. Donc, au vu du timing que je souhaite respecter, je peux proposer un cas de figure un petit peu emblématique, un exemple qui illustre bien notre veille proactive et le fait qu'on est vraiment dans la démarche d'alternative. Donc, c'est un cas qui illustre jusqu'où on peut aller à FED. Pour vous poser le contexte, c'était un adhésif, c'est le cas d'un adhésif déjà utilisé à FED,
sur lequel on s'est repenché à l'occasion de notre évaluation du risque chimique. Donc, il y avait notamment la mise à jour de la fiche de données sécurité et on était aussi dans un cadre bien particulier où il y avait un contexte d'approvisionnement qui était devenu assez contraignant avec un MOQ, en l'occurrence 192 kits. On avait une utilisation à 1 ou 2 unités à l'année, donc ça devenait très contraignant pour nous. Et puis un délai d'approvisionnement qui s'était élevé à 14 semaines. Et associé à une hausse tarifaire. Donc, on s'est vraiment penché sur ce cas-là. Donc, l'analyse de risque chimique a été menée sur cet adhésif et également l'utilisation d'un primaire qui venait se greffer dans ces nouvelles applications et a révélé qu'il y avait donc des substances extrêmement préoccupantes identifiées. Donc, au niveau de l'adhésif, de la colle, on était sur les substances D4, D5, D6, ces fameux polysiloxanes qu'on retrouve un petit peu partout dans les applications, notamment silicone. On avait identifié des risques santé-sécurité au niveau du catalyseur qui était associé à la colle. Et avec ces contraintes d'approvisionnement, cette hausse tarifaire, on est allé chercher de l'information côté de nos fournisseurs et même du fabricant, ont révélé une obsolescence. Donc forcément, nous, dans notre mécanisme que j'ai pu présenter précédemment, on a traduit ça, ces éléments de contexte, à travers une fiche alerte et on a entamé des discussions avec notre client. Cela a abouti sur les conseils aussi du fournisseur vers une nouvelle référence. En fait, on maintenait le corps, l'adhésif, la colle, mais il y avait une évolution au niveau du catalyseur de la colle, mais le primaire était toujours maintenu. On était sur ce triptyque-là. Donc, c'est une nouvelle référence et ça repasse donc dans la moulinette de notre analyse de risque chimique. Et de notre côté, effectivement, on a pu évacuer la question de l'obsolescence, mais on a retrouvé à nouveau des substances extrêmement préoccupantes identifiées et on n'a pas changé le problème, on avait à nouveau des enjeux de santé-sécurité. Donc, forcément, cela se traduit par une fiche alerte au niveau de notre client. Donc, en ayant eu la référence dont il était question là, je peux me permettre de dire que ces éléments à la fois de veille REACH et d'obsolescence n'avaient pas été perçus auprès de notre client. Donc, on est vraiment dans l'illustration pour moi de l'apport que peut avoir un EMS lorsqu'il a un outil de veille et qu'il a un bon relationnel avec ses fournisseurs. On peut, à mon sens, constituer une ressource auprès de nos clients. Alors, je disais qu'on était allé un petit peu plus loin. On a, sous couvert de cette illustration du risque-là, accepté, parce qu'il y avait des enjeux auprès de notre client, sous restriction d'usage, mais de notre côté, on a souhaité affiner, comprendre davantage l'utilisation de ce tandem avec ce primaire-là, comprendre davantage les enjeux d'utiliser un primaire et d'augmenter les caractéristiques d'accroche sur nos PCB avec ce primaire-là. Donc, ce qu'on a fait, en plus de restreindre l'usage par rapport aux risques identifiés, c'est qu'on est allé chercher un prestataire externe pour comprendre ces mécanismes-là dans la perspective, à l'instant T, de trouver une alternative. Je ne vais pas vous mentir là-dessus, les enjeux étaient tellement forts au niveau des qualifications que c'est une solution qui n'a malheureusement pas abouti. Néanmoins, cette étude avec le prestataire a été menée jusqu'au bout. Et donc, ce qui démontre qu'à notre niveau, on peut se saisir d'une problématique riche parce qu'on est en capacité d'adosser aussi avec des leviers d'action côté santé-sécurité. On est plus à même d'aller chercher des moyens, des outils pour se consolider là-dessus et donc faire appel à une assistance technique d'experts externes pour nous-mêmes monter en compétences. Et je sais d'avance qu'on ressortira cette étude qui a été menée, car, et c'est notamment là parce qu'on a des échanges avec nos fournisseurs, la nouvelle référence qui a été proposée est à nouveau, du fait de ces risques REACH, et à nouveau dans le spectre de l'obsolescence. Donc, elle est plus étendue, mais on sait qu'on va pouvoir à nouveau recapitaliser les choses qui ont été portées avec cette étude externe et nous repositionner vis-à-vis de notre client lorsqu'il sera question de porter une nouvelle alternative à ce tandem de colle. Donc, en conclusion, pourquoi alors Rich and Beautiful? Eh bien,
à notre niveau de la chaîne de fabrication, on a peu de marge de manœuvre. Je pense que vous l'avez vu, on n'est pas décisionnaire des nomenclatures, des produits que nous fabriquons. Et alors, on aurait pu finalement se suffire de la seule déclinaison des exigences REACH à nos fournisseurs et nous en tenir à cela. Mais c'est vrai que nous, en interne, côté Fed, nous avons tenu à combiner REACH à l'intention, c'est l'intention première finalement de REACH, de mieux protéger la santé humaine, l'environnement, contre les risques des produits chimiques, des substances chimiques. Et ça s'entend au sein de notre entreprise. Voilà pourquoi on l'a affilié au risque santé, sécurité, environnement pour nos collaborateurs et aussi pourquoi on est sur une veille proactive et sur une information vraiment détaillée et réactive auprès de nos clients pour être vraiment active dans la transmission d'informations. Et puis on l'a vu, on s'en tient pas à ça. On est aussi dans notre souhait d'être force de proposition et parfois même de monter en compétence sur ce domaine-là. Donc effectivement, avec ma collègue Madame Sicard, on est qualité, sécurité, environnement, mais on est dans la dynamique de faire approprier ces questions REACH par notamment nos équipes process. Ça commence par nos équipes aussi méthodes. Et dans la perspective de monter en compétence et de s'approprier ces exigences REACH à notre niveau, c'est aussi aller au-delà du service QSE et du service méthode, c'est approprier REACH au niveau de nos autres services, notamment le service achat, pour qu'il monte en compétence là-dessus. Et c'est en première intention améliorer, et c'est déjà dans les tubes, c'est déjà dans les projets, développer notre ERP pour monter en gamme sur l'accessibilité de l'information pour nos équipes. Donc, en résumé, je dirais qu'à notre niveau, la communication, la veille sont notre principal levier d'action pour répondre aux exigences REACH, mais c'est notre expertise process qui est vraiment notre meilleur atout pour pouvoir y répondre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, on est toutes deux disponibles pour y répondre. Merci Maxime pour ce portrait, je dirais, de l'EMS, votre approche de REACH et puis les stratégies que vous avez en place. Donc maintenant, nous avons sans doute quelques questions. Christian? Oui, effectivement, quelques questions. Donc, vis-à-vis des risques identifiés par rapport à l'utilisation de certaines substances, et notamment par rapport à la santé et à la sécurité des personnes, est-ce que vous avez été amené à aménager des postes de travail? Oui, c'est le cas. Pour nous, c'est tout l'intérêt de justement mener cette analyse-là. Mais oui, effectivement. Mais dans le cas justement d'école que je présente, ça a effectivement été le cas. On a dû réaménager des postes bien pour pouvoir avoir la maîtrise des risques identifiés, oui. Okay. Donc, ça passe par redimensionner ou reparamétrer, reconfigurer des aspirations au poste. Ça peut être des choses comme ça. D'accord. OK. Autre question. Pour la substitution du plomb, quel processus et caractéristiques de qualification avez-vous suivi? C'est porté par nos clients pour l'instant parce qu'on travaille notamment pour l'aéronautique et la défense, qui pour l'instant nous impose de travailler au plomb à l'heure actuelle. D'accord. Donc juste il y a une question complémentaire sur un substitut du plomb. Les alliages que vous avez qualifiés, c'est des alliages qui vous ont été imposés ou par vos clients? Et alors les nomenclatures. Vous avez procédé à des qualifications vous-même de certains alliages? Alors, on a certains, en fait, selon les nomenclatures, certains clients nous imposent le type d'alliage et d'autres nous demandent un alliage soit étain plomb, soit ROHS. Et dans ce cas-là, on discute avec eux selon les références qui sont utilisées chez nous de l'alliage qu'on va utiliser pour. Pour l'instant, c'est soit alliage imposé, soit process plomb ou process ROHS. D'accord. Mais c'était dans le cas des alliages sans plomb. Est-ce que vous avez conduit des processus de qualification? Alors, on a des procédés qui sont qualifiés, c'est en couple process et alliage.
Après, cette partie-là est portée par un autre service, donc je ne sais pas vous donner tous les détails de la qualification en elle-même. Mais on a des alliages qui sont qualifiés pour le process plomb et d'autres qui le sont pour le process ROHS en interne. D'accord. Alors, une autre question. Pour les substitutions des substances SVHC, est-ce que vous avez mis en place un processus et des procédures de qualification? Non, pas à notre niveau. Comme je précisais, on est vraiment dans le cœur de la transmission d'informations. C'est notamment tout notre outil de veille. Vous avez vu, on est sur 1150 substances qu'on traque, qu'on suit. Donc nous, on s'est vraiment positionné sur être assez réactif là-dessus. Quand on est en capacité de proposer une alternative, c'est bien évidemment sous couvert de l'analyse des exigences qu'il incombe à notre client d'utiliser ce genre d'ingrédients sur les produits. Mais on n'a pas à notre niveau de main sur des qualifications d'alternatives aux substances extrêmement préoccupantes. Tout est aux mains de nos clients. OK. Une autre question. Pour les produits pour lesquels vous faites des DFM ou des DFMA, faites-vous état des analyses SVHC pour influencer le design, justement? Est-ce que vous intervenez? Oui, pardon. Sur la partie analyse de risque, on va avoir des analyses de risque. C'est bien ça dont il est question, hein? Oui, oui. Voilà, des analyses de risque au niveau de nos process. Et effectivement, mais c'est depuis peu, je ne vais pas vous cacher là-dessus, hein, depuis peu notre formulaire, notre base d'analyse s'est vue effectivement agrémentée, implémentée de ces considérations-là sur le risque, santé, sécurité et REACH. Mais c'est depuis peu, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Et c'est lié process, puisque nous ne réalisons pas de conception à notre niveau. Donc, on ne va pas avoir d'analyse de risque produit maîtrisée là-dessus. Ça va vraiment être sur la partie process. Mais c'est déjà une première boucle d'information qui peut être, qui nous permet d'identifier en interne. OK. Une autre question qui concerne l'ERP. Vous avez dit que vous alliez le faire évoluer. Qu'est-ce que ça comprend? Quels sont vos objectifs vis-à-vis de l'évolution de l'ERP? Alors nous, au niveau de notre ERP, alors voilà, je fais partie du service QSE et je suis très empreinte donc des problématiques santé, sécurité, environnement. Je pense que vous l'aurez compris. On a un ERP qui est très fonctionnel et très dédié, notamment sur la gestion composants. Gestion stock, gestion appro, la répercussion commande bien évidemment. Mais la partie ingrédients n'est pas sur la même mesure. Donc on va monter en lisibilité sur l'interface pour gérer nos ingrédients et ça va être sur la partie à la fois stockage, conditions de stockage, température, hygrométrie, des choses comme ça, jusqu'à la gestion, un accès directement aux fiches de données sécurité, les pictogrammes, les mentions de risque. Et notre projet, c'est d'aller décliner cette information, là c'est vraiment santé, sécurité, directement au poste de travail des personnes en atelier. Et on a à l'intérieur de ça une vue sur les substances qui les composent et leur statut REACH. Et donc, on a une première, c'est moi qui porte le cahier des charges, donc je l'ai un peu en tête, et on a une première phase d'information, donc c'est pour ça lisibilité, hein, un encart spécifique REACH qui va permettre aux personnes qui naviguent sur ces ingrédients, qui peuvent les positionner dans la constitution des dossiers de fabrication, de tout de suite avoir rapidement l'information s'il y a une évolution au niveau de cet ingrédient et pouvoir reboucler avec le client. Très bien. OK. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Donc, juste, effectivement, je vois dans le chat une remarque qu'effectivement,
il y a eu des qualifications de processus qui ont été effectuées, notamment avec l'ASSO sur le domaine de la défense. Donc, c'est exact. Et il y avait eu effectivement des présentations lors d'une journée technique sur le samplon il y a 3-4 ans environ. C'est vrai. D'accord. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, côté Christian? Non, c'est bon. Donc, bon, nous allons terminer donc, ce webinaire. Donc, je remercie particulièrement les intervenants pour leur disponibilité, pour la qualité de leur présentation, l'ensemble des participants. Je rappelle qu'un replay sera disponible prochainement, donc suivant l'autorisation des intervenants. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les transmettre au contact que je vous avais précisé. Voilà, je vous souhaite pour ma part une bonne journée, un bon appétit. Je laisse un mot à Sandrine pour clôturer le webinaire. Bon, rien de plus. Merci à nos intervenants et pour la qualité de leurs interventions. Et merci à tous ceux qui ont participé ou écouté toutes ces interventions sur les 2 dernières heures. Et puis, comme on vous le disait au début, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous sommes là pour soit y répondre, soit retourner vers nos intervenants et voilà, et pouvoir engager la conversation avec eux. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne continuation, bonne journée. Merci, Et puis, bonne à journée. bientôt lors du prochain webinaire. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.